regardez de partout ailleurs, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Nous allons parler de ce projet Corridor de Lobito. Vous le savez, c'est en Angola, avec la RDC qui est bien sûr au centre des enjeux économiques sur le plan mondial. Quels sont les bénéfices que ce pays qui appartient à Patrice Emery Lumumba peut tirer et les conséquences déjà parce que ça fait débat. Certains pensent que la RDC ne servira que des pédales auprès de ces pays parce que vous le savez également que le président américain Joe Biden avait effectué les déplacements de Luanda en Angola pour aussi assister à cette grandiose cérémonie. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Freddy Mulumba. Il est bien sûr journaliste, analyste sur les questions internationales. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer. C'est lui qui va, en tout cas, décortiquer la question parce qu'il fâche pour certains. Freddy Mulumba, bienvenue. Salut, cher ami. Vous allez bien? Très bien. Sous l'impulsion ou sous menace de changement ou révision de la Constitution? De toute façon, qu'on le veuille ou non, on va changer la Constitution. Ah, vous êtes pour? Si. Pourquoi même? Il faut relire l'histoire. Je pense que cette Constitution a été élaborée par nos amis rwandais, ougandais et les multinationales occidentales. Ok. Oui, avec un objectif de faire imploser le pays. Donc il y a eu beaucoup de pièges à l'interne. Nos amis intellectuels congolais n'ont pas eu la lucidité de lire attentivement. Et beaucoup sont laissés manipuler. Les hommes politiques avaient seulement besoin d'avoir du travail pour manger. Donc nos amis occidentaux ont roulé tous les Congolais dans la farine. Donc l'Occident a roulé tout un pays pendant qu'il y a beaucoup d'intellectuels. Les élites, non. Les élites ici ont été faites pour manger. Hein. On ne sont pas à l'école pour avoir. Mais chaque fois vous parlez de ces élites, mais vous y compris, n'est-ce pas? Ouais, en tant qu'individu, on peut faire un peu l'exception, mais quand on prend la masse, c'est la médiocrité. Donc pour vous, s'il faut a priori arriver au changement de la Constitution. Nous devons la changer, qu'il neige ou bien qu'il pleuve. Pourquoi nous sommes dans une nouvelle mutation, géopolitique? Cette Constitution n'est pas adaptée pour sécuriser nos intérêts nationaux. Ah bon? Oui, il faut tout refaire, tout. Et là, il faut faire appel aux intellectuels, les véritables, pas aux gens qui cherchent du travail. Les pensantes qui réfléchissent pour le pays. Les véritables qu'on ne peut pas corrompre ni manipuler. C'est ce que j'appelle ces intellectuels-là, pour qu'ils prennent les débats en main, qu'ils expliquent à notre peuple les véritables enjeux, qu'à voir tous ces gens qui courent derrière l'argent, courent derrière des petits postes pour manger et dormir. Mais nous assistons déjà à certaines réactions qui vont dans le sens de dire non à cette démarche. Comment pouvez-vous réagir à cela? De toute façon, on engage les débats après discussion. Et surtout les élites. Oui, mais on connaît il n'y a pas d'élite ici. Ce sont des gens qu'on manipule, des porteurs de masques des autres. Parce que si on était des élites, on ne peut pas comprendre un pays riche comme le nôtre. Nous avons une population pauvre, un pays désorganisé. C'est-à-dire l'élite, en tout cas, je pense qu'il faut quand même se cacher. On devrait avoir honte. C'est-à-dire l'élite, voir dans quelles conditions nous vivons. Nos enfants n'étudient pas, sont de santé. Alors que les pays trop riches, les Libanais tournent sur les toits, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois et les autres. Les Congolais sont où? Il n'y a pas d'élite. Il n'y a que des mangeurs de foufou. Merci beaucoup, Freddy Mulumba. C'est très dur, mais il faut savoir s'assumer. C'est très dur, parce que quand vous qualifiez ces élites d'être des mangeurs de foufou, c'est trop fort, hein, les mots. Allez voir la maman Kingasani pose la question s'il y a des élites dans ces pays. Voilà Kingasani là, chez le peuple. Allez poser la question. Voilà, nous parlons de ce projet Corridor de Lobito. Nous sommes en Angola, vous l'avez bien suivi. Mais avant d'évoquer la question, je vous invite à suivre d'abord cette vidéo qui a été réalisée par... c'est une intervention sur la télévision LCI, une télévision française. Il y a des journalistes qui ont fait l'analyse de cette vidéo. Nous la suivons et puis nous allons revenir juste après. États-Unis, Chine, alors c'est la bataille des minerais rares. L'Afrique qui est évidemment une terre riche à tout point de vue. Et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier, on parlait de chasse au trésor. Oui.
Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est l'économie des 20, 30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez sur la carte, c'est un chantier gigantesque. Il y a 1500 kilomètres de voies ferrées à construire entre Lobito et Kolwezi. Et là où vous me dites, mais attendez, c'est quoi la ligne jaune là? Eh ben, la ligne jaune, c'est celle que sont en train de construire les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux projets. Ah oui. C'est chacun de son côté, l'un par l'océan Indien, l'autre par l'océan Atlantique, de converger vers cette zone absolument cruciale. Pourquoi? Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont indispensables à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte. Le lithium, est-ce que ça veut dire ces images, que Joe Biden assume la confrontation avec la Chine? Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait de façon plutôt cash, si je peux me permettre l'expression, parce que par exemple, dans le briefing de la Maison-Blanche qui a eu lieu juste avant son départ, quand on posait la question, mais attendez, c'est clairement un projet contre la Chine, et il disait, attendez, ils ont déjà 80% de ce marché-là sur le Congo. Ils ont pris une longueur d'avance sur nous, indiscutablement. Mais nous, faire en sorte que 100% des productions ne partent pas en Chine, c'est l'objectif de la prochaine administration. Parce que derrière, vous le voyez bien, il y a l'idée que ce projet-là, c'est pas un projet démocrate, c'est pas le projet de Biden, c'est le projet des États-Unis et ce sera aussi celui de Donald Trump. Freddy Mulumba, vous avez suivi. D'abord, d'entrée des jeux, ces projets, qu'est-ce qui l'amène à la RDC? De toute façon, il faut faire une lecture historique. Nous discutons ici sans connaître d'où nous venons. Ce projet, on appelle le corridor de Lobito, il y a ce qu'on appelle dans les temps les chemins de fer de Banguela, oui, qui faisaient de Kinshasa, de Kolwezi, Katanga, oui, jusqu'à Angola, pour exporter nos minéraux. Le brut, hein? Ah oui, les cuivres et les autres minéraux. Et c'était des projets coloniaux, parce que la colonisation était mise en place pour qu'on puisse exploiter nos matières premières qui doivent être traitées et raffinées en Europe, en particulier à Hoboken. Donc c'était les temps où la Belgique était une puissance, en quelque sorte une puissance minière. Oui. Or, les minéraux qui partaient à Hoboken. Ce n'est que normal parce que la RDC faisait partie de ces pays colonisés. Exact. C'était donc un projet colonial. Il n'est pas différent de ce projet. C'est presque la même chose. On prend les matières premières. Oui, actuellement. Oui. C'est la même chose. Okay. On prend les matières premières congolaises, on va les exporter vers l'Amérique et l'Europe, on va traiter là-bas. Je pense que le président Félix a apporté une certaine nuance en parlant de gagnant-gagnant. Il a préféré. C'est vrai, on va exporter les minéraux, mais pas l'état brut. Il faut commencer à les raffiner sur place chez nous. Mais ça prendra du temps. Pour les raffiner ici sur place, il faut construire des usines de raffinerie, ce qui demande également beaucoup de moyens, parce que jusque-là, la RDC n'a pas compris. Non, c'est là où vous ne comprenez pas, parce que la Chine est prête pour raffiner nos minéraux sur place. C'est ça la différence entre la Chine et l'Amérique. Les Américains sont restés dans cette vision du capitalisme prédateur, accumulation par dépossession. Ils viennent, ils prennent tout, ils amènent chez eux, et nous on n'a rien. Ou bien on laisse des miettes. Les Chinois sont venus avec une autre vision. C'est vrai, ils ont besoin de matières premières, mais ils préfèrent installer des usines de raffinage, par exemple du cuivre, sur place au Kinshasa, pardon, au Congo. Ça va permettre à ce qu'il y ait quand même certaines valeurs ajoutées, qu'on engage des Congolais, et que l'État congolais tire quelque chose. Donc vous avez des projets qui s'affrontent. Les projets occidentaux, je peux dire beaucoup plus colonial, les projets chinois, ils tiennent compte des réalités sur le terrain. Donc tout dépend maintenant de nous. Quand vous avez des élites de qualité,
élites compétentes, conscientes, patriotes, qui ont le sens de l'histoire, il y a possibilité de négocier avec les Américains, possibilité de négocier avec les Chinois et essayer de définir nos propres intérêts. Les problèmes, c'est nous-mêmes. C'est nous qui posons problème parce qu'on ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Congolais. Oui, l'élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc si on avait des élites à la hauteur des enjeux, je pense que ça ne poserait pas de problème. On dit aux Américains, vous voulez investir? Oui, les conditions. C'est quand vous avez des élites solides. Les Chinois, vous voulez investir? Oui, on pose des conditions. Par rapport à nos propres intérêts. Mais quand vous avez des élites qui ne pensent qu'à manger et boire, qui pensent qu'il faut travailler pour l'Amérique, tout comme pour la Chine, bien tout comme pour comment on appelle ici l'Union européenne, là on est perdu. Voilà dans nos débats. Aujourd'hui, on devrait avoir un grand débat géopolitique dans les médias, dans les universités, dans les églises, pour comprendre les enjeux. On fait appel à des gens qui maîtrisent pour venir expliquer. Malheureusement, je vois, il y a des gens qui sont contre, mais ils n'avancent pas les arguments. Il y en a qui sont pour, ils n'avancent pas les arguments. Donc, c'est mieux d'engager un débat qui va permettre à ce que le président ait des idées très claires pour savoir quelle orientation prendre dans ce monde en pleine imitation. Qu'on le veuille ou non, la Chine sera là, l'Amérique sera là. Et quand vous n'êtes pas capable, ils vont s'affronter. Quand ils vont s'affronter, ils vont que leurs intérêts soient menacés, ils s'entendent pour vous recoloniser. Il faut relire l'histoire. Le Congo a été une construction, on peut la reconstruire. En 1885, la Chine n'était pas présente. Mais aujourd'hui, la Chine est présente. Donc s'ils trouvent que leurs intérêts sont menacés, ils vont trouver un compromis entre eux. C'est comme ça que... Entre les grandes puissances. Exact, oui. Et nous risquons de connaître une nouvelle recolonisation. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner juste ces plans? Parce que à l'heure actuelle, vous le savez très bien, la Chine, à elle seule, elle détient 80% de nos minerais. Exactement. Et c'est ce qui a fait même à ce que l'Amérique puisse se faire déplacer. Joe Biden a été présent au niveau de Luanda pour assister à cette cérémonie. C'est pas pour rien. Il n'est pas venu pour ça. Non, mais les enjeux. J'ai dit qu'il n'est pas venu pour ça. Peut-être qu'il ne faut pas être naïf. D'abord, parlons d'abord de la Chine. Hein, des minéraux. La Chine à elle seule. La Chine, ça, vous le savez, 80%. Je le sais. Ouais. Mais pourquoi la Chine a 80%? Les Chinois ne sont pas venus de même ici. Ce sont les Occidentaux qui ont vendu leurs mines aux Chinois. Par exemple, la société Teng Fungurume, qui exploite le cobalt et les qui appartenait aux Américains. Aux Américains. Ils ont vendu à la Chine. À la Chine, donc à l'entreprise chinoise. À qui la faute? Ils l'ont vendu sans demander notre avis. On n'était pas au courant. On apprend qu'ils ont joué en bourse. Non, mais TFM a un contrat, je crois, de 50 ans. Même si vous avez un contrat, si vous voulez changer, vous devez informer les pays. L'État congolais n'était pas au courant. Ils se sont entendus, ils ont changé, ils ont vendu aux Chinois. Mais l'État n'a fait que constater. Oui, c'est parce qu'on est faible. Vous avez la plupart des mines qui sont maintenant dans les mains contrôlées par les Chinois, on nous a acheté beaucoup plus en bourse. Parce que tous les Congolais, tous les Africains, tous les Occidentaux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL, qui avaient mis la main sur toutes les mines congolaises, il n'y avait pas de Chinois. Ils ont joué en bourse, ils ont vendu aux Chinois. Les Chinois ont acheté. Parce que les Chinois ont l'argent et n'ont pas d'argent. Là, vous devez comprendre des systèmes capitalistes. L'Occident, pour s'enrichir, il doit faire des guerres. L'exemple est là. Pour contrôler nos mines, ils ont fait la guerre. Donc c'est leur système économique. Ils n'ont que ça comme moyen, ils n'ont que ça comme mode de fonctionnement. C'est des Africains, c'est nous qui sommes naïfs, que nous ne comprenons pas. Ils viennent, ils font la guerre et puis ils vous imposent. C'est leur culture. Ce qu'on appelle accumulation par des possessions. Ce qui n'est pas le cas avec la Chine. La Chine a l'argent. La Chine ne veut pas de guerre, la Chine vient acheter. Donc si vous êtes idiot, la Chine, on vous roule. Ouais. Si vous êtes intelligent, vous négociez. Donc c'est là, moi, j'ai dit, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc pour la question, nous voulons nous en sortir aujourd'hui. Et ça, c'est le président qui peut décider. Ok. Qu'on mette chacun à sa place. Ça signifie quoi? De peur que ça ne puisse pas lui coûter la vie. Hein? Mon cher ami, le président n'a pas d'autre choix. C'est pour laquelle il est président. Oui. Il doit laisser un nom dans l'histoire. On ne laisse pas le nom de l'histoire en ayant peur de la mort. Mais pour qu'on ne puisse pas arriver
attenté à sa vie, il faut que l'opinion soit mobilisée. L'Occident ne comprend que les rapports de force. Ils peuvent faire pression sur le président, mais quand ils sentent que l'opinion est mobilisée, l'opinion congolaise est mobilisée, ils vont reculer. On ne comprend rien du tout. Moi, je dis, notre élite intellectuelle, politique, n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'on leur parle, ne comprennent pas. Voilà, moi, j'ai dit, après le 20 janvier, parce qu'il y aura une nouvelle administration. Ouais. Au niveau des États-Unis. Oui. Trump va entrer au pouvoir. C'est une autre manière de négocier, de travailler et de coopérer. Si nous sommes malins, nous devons déjà sélectionner les meilleurs d'entre nous. Je dis les meilleurs. Quand les meilleurs sont pas quelqu'un qui ont des diplômes, des gens qui maîtrisent les dossiers. Oui. Deuxième chose, les patriotes. Les gens qui aiment ces pays et qui ne peuvent pas trahir. Et troisième chose... Est-ce qu'il y en a réellement? Il y en a, mais ils n'ont pas l'accès ni aux médias. Vous ne les verrez jamais. Sont-ils interdits de passer même dans les médias? Ce n'est pas interdit. Vous devez aller chercher ces gens pour les faire parler. Et c'est important. Mais les médias ne font pas ce travail. Dans un pays en crise comme la nôtre, on devrait voir chaque fois à la télévision des débats de fond. Mais ce n'est pas pour rien qu'Univers vous invite. Oui, mais moi, peut-être, j'ai eu la chance parce que je suis un ancien DG de la RTNC. Donc, je suis habitué avec vous. Ouais. Mais il y en a qui sont dans les laboratoires à l'INUKIN que vous ne connaissez pas. Mais ils doivent proposer certains actes pour qu'ils soient découverts. Non, ça ne passe pas comme ça. Parce que lui, il peut travailler. Il n'a pas besoin de vous. C'est vous, donc la oui, presse, nous avons besoin qui a besoin de l'information pour expliquer à notre peuple les véritables enjeux. On va chercher les meilleurs, ils sont à l'université, pas dans la rue, pas dans des partis politiques. Donc, c'est question maintenant d'avoir ce que je peux appeler une politique nationale de communication. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Vous revenez si souvent sur cette affaire. Je dis qu'il n'y a rien. Tu sais, on ne porte plus de gants. Le Congo va disparaître. Si on ne comprend pas. Le Congo va disparaître faute d'avoir des élites à la hauteur des enjeux. Et d'avoir aussi des élites qui sont capables de faire une critique constructive, pas flattée. Le problème, nous sommes dans une société aujourd'hui, on s'accommode à la médiocrité. Tout le monde est d'accord, votre frère vole l'argent, tout le monde est content. On ne voit pas de voix qui parlent. C'est sa communauté qui va se non, je parle au niveau des élites. Les véritables élites, quand une société ne marche pas, les élites parlent. Ce n'est pas normal. Mais nos élites, la société ne marche pas. Par contre, ils vont aller du côté où ça ne marche pas. Tout ça parce qu'il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir des maisons, vivre. Les soirs, faites le tour de la Gombe les soirs. Les gens prennent de la champagne, ils sont ivres. Il n'y a que ça. Mais c'est rare de voir ces gens passer du temps dans des bibliothèques. Quand on est politique, quand un livre sort sur les pays, on doit s'intéresser pour savoir, pour avoir des idées, comment vous allez discuter avec les autres. Nos élites politiques ne lisent pas. Voilà pourquoi ils s'embrouillent. Ils disent non, on ne veut pas l'article 220. Nous, on dit non. Mais il n'a pas d'argument. Ils non, Félix va encore changer, il va faire 3e mandat. Ils ne comprennent pas. Parce que beaucoup n'ont pas d'écriture. C'est très dur, mais il faut le dire. On n'a pas d'autre choix. Si on est complaisant, on va perdre le pays. Et ceux qui nous regardent, ils disent, mais comment un pays trop riche, comment expliquer qu'on ait des élites étourdies? Ça pose un problème. Revenons à notre débat sur sur Biden. J'ai vu ce que... D'abord, vous parliez après le 20 janvier 2025, il y aura une nouvelle administration au niveau des États-Unis. Et il faut que si nous sommes tellement malins, nous devons faire une sélectivité, c'est-à-dire avoir des élites, des patriotes, des gens qui réfléchissent, qui aiment le pays. Et pour faire quoi après? Mais, mon cher ami. Qui vont faire quoi? Mais ils doivent travailler pour le pays. Cette question de... Mais il y en a déjà, parce qu'on voit quand même certains ministres faire les lobbying. Il y a des cabinets. Ne raconte pas ces histoires, mon cher ami. Nous connaissons ce qui se passe. Quels ministres qui font des lobbying? Ils sont où? Si on vous raconte ce qui se passe dans ces pays, on peut pleurer. Mais tous ces balais diplomatiques, et l'on voit du matin au soir, nous n'avons pas, j'ai dit, nous n'avons pas une classe politique à la hauteur des enjeux, à la hauteur des mutations géopolitiques. On n'a pas ça. Ça signifie, les gens
qui aiment ce pays, des patriotes. Ça signifie des gens qui sont compétents, qui ont l'expérience. Oui. Ça signifie les gens qui doivent se mettre au service du peuple. Il n'y en a pas. C'est très dur et je lance à tout le monde. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui où vous avez les Rwandais qui nous manipulent. Les Rwandais qui sont parmi nous, avec leurs infiltrés, qui brûlent toutes les cartes. Tout le monde s'était, de peur de la vie, de peur des privilèges. Là, il n'y a pas d'élite. Lisez l'histoire de tous les grands peuples qui ont réussi à se libérer. C'est parce qu'ils ont accepté l'essence des sacrifices. Malheureusement, à Kinshasa, il y a beaucoup de jouisseurs. Voilà pourquoi ça marche. Oui, les gens ont peur de la mort. Hein. Oui, mais ils préfèrent mourir de la malaria Ouais, que mourir pour la paix. Regarde ce qui s'est passé avec Fally Poupa. Est-ce que vous trouvez normal, là où il y a des élites du Sud? On fait le concert au stade, c'est 10 à 12 morts. Hein? Les gens vont mourir pour la danse. Hein? Mais quand on leur dit allez mourir pour le pays, ils ne sont pas capables. Donc, ça signifie qu'on ne mérite pas ce pays. Ils sont morts par étouffement. Est-il normal que vous êtes en pleine guerre, qu'on fasse encore des concerts, même pas des concerts de mobilisation contre la guerre, des concerts de mobilisation de notre peuple? Donc il est seulement normal d'organiser un match pour la paix. Oui, je pense que ce qui est normal. Peut-être que vous ne savez pas. C'est au niveau de ce qu'on peut passer comme un message. Ok. Les joueurs qui sont venus jouer, ils vont rentrer chez eux. Ils peuvent faire des tweets. Ça aura beaucoup plus d'impact que les concerts de Fally qu'il fait chanter ici et les gens dansent. Apparemment, vous avez un problème particulier avec ces musiciens. Pourquoi avoir un problème particulier? À quoi c'est la musique? De danser, d'endormir les gens? Tu connais... Ça fait partie du divertissement. Vous avez Oui. Vous êtes un professionnel des médias. Il y a quand même du divertissement. Quand on est en guerre, il n'y a pas de divertissement. On prépare notre peuple à se libérer. C'est différent. Ok. Donc c'est ça un peu le... Je ne suis pas contre les musiciens, parce que je me rappelle, il y a quand même Kabasele, Calais, vous avez qui d'autre encore, Tabouley. Ils ont chanté pour la liberté, pour la libération du pays. Indépendance, Tchatchaki a chanté, c'est pas Kabasele. Il a chanté pour qu'on se libère. Aujourd'hui, on chante pour endormir notre peuple, et c'est dangereux. En quoi consistait la présence de Joe Biden en Angola? Il y a des hypothèses. La première hypothèse est qu'il est venu pour convaincre Fachi par rapport à une rencontre avec Kagame. Fachi est catégorique. Tout le monde a essayé. C'est prévu pour les 15. Les 15, ouais. Fachi est catégorique, il n'a pas voulu. Peut-être qu'il est venu avec un message pour lui demander de le rencontrer. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez, il y a une nouvelle administration qui arrive. Trump, c'est un homme d'affaires. Okay. Trump est souverainiste. Et ce qui va se passer, il va couper avec les mondialistes qui soutiennent Kagame. Donc les intérêts des mondialistes sont menacés avec l'arrivée de Trump. Que faire? Il faudrait que les présidents négocient avec Kagame avant que Trump entre au pouvoir. Comme ça, ça va permettre de sauvegarder leurs intérêts. Et ce n'est pas la première fois. Je me rappelle en 2009, avant qu'Obama entre à la Maison Blanche, il y avait une guerre entre le Rwanda et le Congo. Okay. Le 19, la guerre était terminée. Parce qu'il savait très bien que Obama ne pouvait pas accepter ça. On donne l'impression que non, maintenant c'est arrangé, c'est fini. Il n'y a plus de problème au Congo. Et vous allez voir, regardez sur le plan médiatique international. La crise congolaise, on n'en parle pas. Oui, presque plus. Hein. Est-ce qu'on est conscient? On devait se poser la question, pourquoi on ne parle pas de cette crise? On n'en parle pas. Je regarde la télévision chinoise, c'est à peu près. En Europe, même pas un mot. Alors que si vous partez à Goma, Rutshuru, mais il y a une vie insupportable. Même nos propres télévisions ne sont même pas capables de montrer ça. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Hein. Nous sommes complices de ce qui nous arrive. Complices? Si, nous sommes complices. Il y a une complicité. Ah, parce que nous ne dénonçons pas. Pas dénoncer. Faire le travail d'abord d'un journaliste, c'est donner l'information. Vous n'allez pas attendre que France 24, tout comme RFI, vienne travailler à votre place. Qu'est-ce qui peut manquer? Ça coûte quoi un billet pour aller à Goma? Ça coûte quoi?
Et quand tu as un concert de musique... N'oubliez pas que le voyage au Congo, c'est comme il y a toujours la musique là qu'on fait à Goma, c'est pour la paix, les gens qui viennent de l'extérieur pour chanter là. Alors qu'à côté, les gens... Amani. Festival Amani. Vous voyez qu'il y a des Congolais qui... Nos télévisions se déplacent, non? Pourquoi ils ne peuvent pas se déplacer chaque jour pour faire un travail dans les camps de réfugiés? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Donc, vous dites la première hypothèse... La première hypothèse... C'était pour convaincre Fachi à pouvoir rencontrer Kagame. Kagame avant l'entrée de Trump à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. Ok. Deuxième hypothèse. Vous savez, Biden représente les intérêts des globalistes. Ça, c'est vrai. Il est venu peut-être pour arranger que les choses se passent bien, même si Trump arrive. Il n'est pas venu pour régler tous ces problèmes de corridor. C'est une erreur d'analyse. Attendons voir quand Trump va entrer au pouvoir le 20 janvier. Mais ce sont les États-Unis qui vont financer ce ne sont pas la les construction. Ce sont des privés. Vous savez, je pense, selon l'information, je ne me trompe pas, il y a Bezos, le patron d'Amazon, et qui d'autre, je pense, Bill Gates, qui ont investi dans les mines. Est-ce qu'on est au courant? On a installé des usines qui ont financé. Donc, si Fachi restait catégorique pour ne pas rencontrer Kagame, oui. Vous pensez que la guerre va prendre fin? Je pense que Fachi n'a pas d'autre choix. L'autre est partant, c'est fini pour lui. Il est partant? Non, le président Biden, c'est fini. Biden, voilà. Donc, nous allons négocier après le 20. C'est ça la meilleure des choses. La meilleure des choses, si nous voulons être efficaces, on négocie après le 20. Tout ce qu'on fait comme négociation, là, c'est une diversion. Ok. On négocie après le 20. Là, on prend tout notre dossier, on met sur la table. Il y a une nouvelle administration, nous faisons le lobbying. Ainsi, on peut faire passer nos messages. Et vous pensez que Fachi est au courant de toutes ces informations, les mieux placées? C'est la personne la mieux placée qui a toutes les informations, tous les renseignements. Il est au courant de tout. Mais maintenant, il faudrait qu'au niveau de l'opinion, que l'opinion comprenne les enjeux. Mais il faut une politique de la communication nationale. La communication, il faut même au niveau des universités, il faut des forums, qu'on sente que l'élite congolaise a repris les choses à main. Mais quand on va aux discussions, ça laisse à désirer, quoi. Mais déjà, c'est vrai, le président a parlé d'un système de gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas le premier discours, parce que l'on a vu même avec les contrats sino-congolais, c'est vrai, on parlait gagnant-gagnant, mais c'est que la RDC a pu bénéficier dans ce contrat. C'est seulement avec l'avènement de Félix que l'on a vu que les choses commencent un peu à marcher. Mais déjà, la Chine est installée au pays il y a plusieurs années, mais c'est que la Chine a gagné. La RDC a beaucoup perdu. Il ne faut pas penser comme ça. Non. La Chine est capitaliste, tout comme l'Amérique est capitaliste. Si on vient travailler avec vous, vous êtes naïf, on vous exploite. Les problèmes, c'est nous. On est très faible. Il est très faible. En négociation? Oui, on n'amène pas des gens qui maîtrisent les dossiers. Voilà le problème. Et même ceux qui vont négocier demandent 30%. Demandent 30% de commission. Vous négociez pour votre pays et vous voulez à ce que le pays vous paye. C'est ça le drame du Congo. Même des gens qui viennent avec l'argent pour investir, on demande 30%. Je dis non, comment? Moi, je vais investir dans une histoire, vous voulez que je vous donne de l'argent gratuitement. Ils ne comprennent pas. Mais ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une purge. Tous les traîtres, tous les infiltrés doivent être mis hors d'état de nuire. Nous sommes un enjeu géopolitique mondial. D'ailleurs, l'homme de LC vous a donné 4 minéraux. Ouais. La RDC est le premier producteur. Nous sommes la clé, la clé de la révolution numérique, transition énergétique. Donc si l'on ne tire pas attention, la RDC risquerait de devenir un champ de bataille. Non, si on ne change pas l'élite, on ne tire pas l'attention. Si on ne change pas l'élite, nous allons payer cher. Nous allons payer très cher. Donc le problème, c'est l'élite congolaise, pour la plupart, qui est médiocre
Et ces élites, la plupart des élites travaillent pour les intérêts étrangers. Il ne faut pas porter des gants. Non. Je peux te dire 80%. 80% des élites congolaises. Monsieur Freddy, vous êtes sérieux là? Je vais t'expliquer pourquoi. Vous avez tendance à... Déjà, ça c'est en Sciences Po. La composition de la classe politique ou bien la socialisation. Oui. La classe politique que nous avons aujourd'hui, c'est une classe politique issue de la guerre de la FDL. Oui. Ils sont venus avec Mouzé. 90% d'ailleurs. Ils sont venus avec Mouzé. Oui. Et c'était James Kabarebe qui était le patron. Pour être ministre dans ces pays, il fallait passer par lui. Kabarebe ou bien qui est encore ici, Bouguera. Oui. On va assassiner Mouzé, qui a pris les choses en main. Comment on appelle ici? Katumba Mwake. Ça, il a écrit dans ses mémoires, ma vérité. Comment il dépendait de Kagame et de Museveni pour la décision du Congo. Un livre qui a été même retiré du marché. Hein. Non, ça est sur Internet. Ouais, mais... Il faut lire. Non, il y a la liberté maintenant sur Internet. Mettez seulement ma vérité. Oui. Oui. Vous lisez ce livre-là. Tout est très clair. Vous quittez Katumba Mwake, il est assassiné. On sait dans quelle condition il est mort. Après l'élection de... Avec cette bourde de crash d'avion. Laissons le temps, on saura ce qui s'est passé. Ouais. C'est Roubert qui apparaît. Ouais. Roubert et tous ces gens travaillent avec Kagame et Museveni avec une mutation occidentale. Dès que Roubert a fait combien de temps comme ministre? C'est en 2021-22. Quand on a fait l'Union sacrée, de la nation. Roubert a disparu. Il est où? Voilà, actuellement. Il est devenu pasteur. Mais il est à l'étranger. En Afrique du Sud. Kagame a perdu, je peux dire, à 50% le contrôle sur le Congo. Mais il y a quand même certains gens qui sont passés par là, qui brûlent les cartes. Kagame a perdu la tutelle sur Fachi. Voilà, Fachi qui les conteste. Voilà pourquoi il y a ces conflits. Les conflits, ce n'est pas que le Rwanda et le Congo ne voulaient pas s'entendre. Kagame était habitué à donner des ordres à Kinshasa. Fachi a dit niet, pas question. Maintenant, les Blancs disent allez vous entendre. Fachi dit niet. Voilà les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Mais si vous nous entendez pas, c'est quoi la suite alors? La suite, vous savez, quand il y a des lions qui se battent dans une forêt, il faut qu'un lion gagne. On ne peut pas voir des chefs, des lions dans une même forêt. Donc c'est pourquoi Fachi tient à tout prix d'obtenir l'autorisation de la part du peuple pour arriver au changement de la Constitution. Parce que ça lui donnerait également la force de pouvoir faire la guerre facilement. Non, je pense que Fachi est au courant de beaucoup de choses. Il a parlé, je pense, à là-bas. Il a dit clairement, l'article 217, qu'est-ce qu'on demande? Ces gens-là, pour être clairs, demandent à ce qu'on leur cède les terres congolaises. Alors il faut faire recours à la loi Bakajika. Non, la loi 217. Et quand vous prenez 217, il y a aussi l'article 4 du statut de EAC, de l'Afrique de l'Est. Le problème est qu'on ne lit pas, on ne discute pas. Et on dit ça aux gens, ils ne comprennent pas. Mais c'est vous qui êtes élite congolaise, c'est vous qui avez la lourde mission de préparer la relève. Mais si vous ne faites rien, vous vous attendez à quoi? Non, il faut dire que l'élite est traumatisée. Ce n'est pas facile dans une société comme la nôtre aujourd'hui. De tenir une conférence. Prends d'abord l'exemple. On ne pouvait pas parler de Kagame ici. Qui pouvait parler de Kagame ici? Tout le monde avait peur de Kagame. Hein? Aujourd'hui, on commence à parler de lui. Qui pouvait le citer? Il y a la peur. On peut vous empoisonner. Je rappelle que ça vous a coûté... oui, ça m'a coûté cher, mais c'est la vie. En parlant de Kagame. Oui. Donc il y a la peur de perdre les privilèges, la peur d'être tué, d'être assassiné. Donc il faut que Fachi a cassé cette peur-là. Il a démystifié Kagame. Comme son père avait démystifié Mobutu. Tu vois, dans les temps, on parlait de Mobutu, tout le monde tremblait. Oui. Et dès que Tchichi a démystifié Mobutu, les mythes étaient tombés. C'est ce qui s'est passé actuellement quand Fachi a démystifié Kagame. Mais le problème, comme pendant plus de 20 ans, ils ont leurs personnes ici, qu'ils ont fabriquées, qu'ils ont recrutées. Ce sont ces gens-là qui mettent maintenant ce qu'on peut appeler la guerre hybride. Oui, mais c'est vraiment une chaîne pour arriver à la briser. Ce n'est pas facile. C'est là où le travail de la presse et des intellectuels.
Il n'y a que l'information qui peut facilement battre ces gens. Mais quelle presse? Parce que ces gens-là manipulent également certaines presses. Non. Il y a quand même des journalistes qui tiennent debout. Hein? Il y a quand même des journalistes qui tiennent debout. Mais ici, c'est vrai, vous avez dit Fachi est mieux informé, les problèmes de Lobito, mais y a-t-il pas de conséquences? Parce que en exportant les matières brutes, c'est comme qui dirait nous vendons à vil prix nos minerais. Oui, mais c'est une récolonisation. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il faut se battre. Nous, on n'a pas l'essence de la liberté. Comme les Ouest-Africains. Oui. Comme les Lumumba, les Kasavubu, on manque ça. Comme les Mabiga Kalanda, on manque ça. Il n'y a pas. Donc, tu vois, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on a vécu dans la peur. 30 ans, ça suffit. Hein? On a vu un concept sur la RTNC. Oh, racontez vos histoires. Écoutez, arrêtez ces histoires-là. Ça, c'est ce que moi j'appelle la diversion. Aujourd'hui, le pays est occupé. Ça fait 2 ans. Notre mine de Roubaïa, on pille par les Rwandais, les populations occidentales. Ça part en Chine, ça part en Amérique, ça part de l'autre côté. Normalement, chaque matin, on devrait avoir un message sur la RTNC pour dire au peuple, notre pays est occupé, il y a une menace de la balkanisation. C'est que moi, j'ai fait là, c'est une diversion. Diversion? Oui. Mais il est porte-parole du gouvernement. Je vous dis ça, ministre... écoute, vous pouvez parler sur autre chose. Ici, je parle en tant qu'intellectuel, c'est une diversion. Si on est tous dans la complaisance, on va perdre le pays. J'étais au Burkina Faso, à Ouaga. J'ai fait 2 semaines. J'ai regardé la télévision, j'ai rencontré des responsables. Les ministres, la communication, chaque matin, chaque jour, chaque soir, on doit savoir ce qui se passe sur le terrain. Pour que la population sache que le gouvernement fait la guerre. Avec des images, hein? Pas les films comme on montre à la télévision là, non. Des images claires. Et toute la presse burkinabé ne parle que la guerre et soutient le président. Parce qu'il fait la guerre contre les rebelles. Et ici, l'envers est dans les fruits. Mais comment dites-vous que ce qu'il fait, c'est de la diversion sur mon cher ami, je suis. Vous voulez dire qu'il est collabo? J'ai dit que je suis de la communication. Oui. J'ai fait les Sciences Po. J'ai l'expérience d'avoir géré Télé 7, d'avoir géré RTNC. C'est une diversion. Oh. Ça fait mal, il faut le dire. Parce qu'il ne faudrait pas un jour qu'on regrette après. Ah, si on le savait. Il est temps. En 2009, quand j'ai parlé de la balkanisation, oui, j'ai vu des gens, Freddy, qui exagèrent, qui extrémistes. Aujourd'hui, on est où? C'est en train de se réaliser. C'est quand ça sera fait, on commence à regretter. Ah, si on le savait. Mais le travail de l'élite, c'est montrer déjà aux gens, faisons attention. Il faut vite vous réveiller pour changer la donne. Mais si on ne le fait pas. Parce que ce qui se passe au Bito, les Chinois, ils ont une ceinture, une route. Il y a déjà des sphères d'influence. Oui, ils ont aussi leur projet de construire les chemins de fer de la Tanzanie jusqu'à... Effectivement, il y a des sphères d'influence. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Hein. Mais au XXe siècle ici, ça sera difficile. Je vous dis que lisez l'histoire des civilisations et des États. De construction, on peut les construire. Notre problème, on n'a pas un background historique. Voilà, nous pensons que c'est impossible de le faire. Quand les Américains, ils ont investi beaucoup d'argent, vous avez les Chinois qui ont beaucoup investi. Ils ne vont pas se faire la guerre pour vous. Ils vont se partager. Ce que nous devons comprendre, c'est ça. Nous devons être capables de définir nos intérêts et comment les défendre. Ça demande des hommes. Quand on dit homme en pantalon, pas en pagne. Donc les gens qui peuvent venir vous tirer, ils sont debout. Nous avons des gens couchés ici. Il n'y a rien. Dès qu'on dit, oh non, tu ne pourras pas avoir les visas, ils tremblent. Ça, c'est ce qu'est l'élite. Et ça, on nous a eu. On a pris tous nos enfants, on les a mis en Europe. Et puis, si tu fais 2 ou 3 ans, tu ne vois pas ta famille, tu es malade. Je te prends l'exemple de M. Kakom Kazik, du temps de musée, non, de Kabila, Joseph. Il y avait un débat à l'Inter. Le débat, c'était sur les contrats chinois. Kakom Kazik qui a pris parole. Il y avait l'ambassadeur d'Angola, l'Union européenne, la Belgique, la Chine.
je pense, la Zambie ou bien notre ambassade. C'était les discussions sur les contrats chinois. Oui. Donc, c'était 9 milliards. Un débat. On va endetter les Congolais, ça ne marche pas. Maintenant, comme Yagizik a pris parole. Il a dit à l'ambassadeur qui était là, c'était Sunen. Dit, monsieur l'ambassadeur, vous êtes contre le contrat chinois. Et ils ont mis 9 milliards de dollars sur la table. Vous mettez combien? En public, hein? Et l'ambassadeur Sunen répond à Kagiziki. Là, et non, là, chrétien qui m'échappe. Il dit, monsieur Kiakoma, je ne pensais pas que tu allais parler ainsi. C'était un fatwa pour lui. Pour Kiakoma aille se faire soigner. Il a pris de l'âge. Il n'a pas eu le visa alors qu'il était résident. Donc c'est ce genre de chantage qu'on fait à notre élite. Vous parlez trop, vous n'aurez pas le visa. Et là, vous êtes bloqué. Et surtout que si vous avez des biens en Belgique là-bas, tous les comptes sont bloqués. Donc on nous fait du chantage. Mais quand nous connaissons que ces gens se fonctionnent comme ça, on fait comment? On montre des stratégies pour les quitter. Il y a l'Allemagne qui n'a pas cette vision. Il y a l'Angleterre, il y a l'Amérique. Donc il faut diversifier maintenant nos partenaires. Donc on quitte un peu cette culture coloniale des Banoko. Il faut remettre ça en cause. La vie est faite ainsi, nous devons apprendre à défendre nos intérêts. Freddy Moulumba, nous touchons vers la fin de ce magazine. Donc si nous vous avons bien compris, votre souci et votre combat, il faut qu'il y ait des élites capables de défendre les intérêts de la République. Exact. Mais pendant que ce pays, un pays déjà à peu près 5 millions d'habitants, mais l'on sent que tout le monde est berné dans des fatalités. Non, je pense que nous sommes en face. Vous savez, le Congo est spécial par rapport aux autres États. Nous sommes un pays né de la mondialisation. Nous sommes un produit du capitalisme occidental prédateur. Okay. Donc, ce capitalisme occidental prédateur n'accepte pas qu'au Congo, qu'il y ait des élites. Quand on dit élite, c'est qu'ils vont gérer l'État pour les intérêts du peuple. Ils ont besoin de gérants. Donc vous êtes là pour l'Occident, pour l'Amérique, pour l'Europe. Donc ils diraient que ça leur appartenait. Pour eux, c'est une entreprise. Ouais. Ce n'est pas un État. Voilà pourquoi j'ai dit, nous passons une période très difficile aujourd'hui avec ce qu'on appelle la transition politique en Amérique. Donc généralement, quand on change l'administration, conséquence chez nous, il y a des morts. 1961, il y a eu élection de Kennedy à la Maison Blanche. Eisenhower devrait partir. Ouais. On a 3 jours avant que Kennedy entre à la Maison Blanche, on a assassiné Lumumba. Alors Kennedy voulait négocier avec Lumumba pour avoir de bonnes relations. On a précipité, on l'a assassiné. Deuxième assassinat, c'est avec Mzee Kabila. C'est passé quand? Le 16 janvier 2001, pendant encore une période de transition. Qui sortait, c'était Clinton. Et qui entrait, c'était Bush. Fils. Donc, si je prends ces 2 exemples, c'est pour qu'on fasse attention. Donc, pour être clair. Vous voulez dire par là que l'histoire risque de se répéter? J'ai dit non, j'ai dit qu'il faut protéger le président. Il faut protéger le président à tous les niveaux. Parce que ces gens-là, vous avez vu, ils ont failli tuer Trump. Hein? Ouais. C'est leur propre président. Ouais. Ils ont failli tuer. En matière d'intérêt, imagine pas. Il faut maintenant que les journalistes, les partis politiques comprennent les enjeux pour que l'histoire ne se répète pas. Mais nous espérons que ça ne va pas se répéter. Parce que si Trump entre à la Maison Blanche le 20, nous avons la chance d'en sortir. Si du moins il y a des élites, comme vous le dites, qui comprennent. Oui, il faut maintenant sélectionner les meilleurs d'entre nous. On n'a pas d'autre choix. C'est un bouleversement. Donc, ce sont des mutations civilisationnelles. Et c'est ça même le travail que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement devrait faire. Mais je ne voudrais pas entrer dans ça. Non, mais c'est juste une recommandation. Non,
Oui. Normalement. Ouais. C'est ce qu'ils devraient faire. Non, non. Les élites, on ne va pas leur demander de faire ce travail. Il faut qu'ils le fassent d'elles-mêmes, pour garder un peu certaine autonomie, certaine liberté académique. Non, mais parce que vous avez parlé ici, vous avez donné le cas du Burkina Faso où l'on sent l'implication du gouvernement. Oui. Après, maintenant, les médias interviennent. C'est là où le gouvernement doit faire son travail. Que faire ce qu'on fait là, on perd le temps, on peut se lever le matin, les carottes sont cuites. Donc il faut engager des gens dans le rapport de force. Il faut étudier l'Occident. Ces gens-là ne comprennent qu'un rapport de force. Vous êtes faible, on vous écrase. Vous êtes fort, vous négociez. On ne négocie jamais avec les faibles. C'est la leçon qu'il faut donner à tous les Congolais ici, qui passent tout le temps dans des bars en train de boire et de manger. De penser que la vie sera comme ça, hein, vous serez libre parce que vous pleurez, on aura pitié de vous. On n'aura pas pitié de nous si on ne se bat pas. C'est quand ils verront qu'ils ont en face des hommes, ils diront, nous négocions maintenant. C'est par rapport aux réalités géopolitiques. Hein. Les Chinois ont compris, on les respecte aujourd'hui, non? Oui. Ouais? Oui. On négocie. Hein. Les gens de l'Afrique de l'Est, tu vois, maintenant, les Américains négocient avec eux. Mais c'est ça. Ils ont fait partir leurs bases militaires. Mais Ouais. ils sont restés en train de travailler avec eux. Maintenant, vous pouvez être capable d'imposer votre vue, votre point de vue. Dit sur cette Donc, question, nous voulons ceci. Nous devons avoir une rupture ici. Rupture, notre manière de voir la vie, de travailler, de négocier et de savoir que nous sommes une grande puissance. Et ça demande d'abord d'avoir des élites qui ont des ambitions de grandeur, pas des pays trop grands. Vous avez des élites qui ont des ambitions, qui ont la volonté de puissance. On ne peut pas gérer le pays, un État comme le nôtre, avec les élites que nous avons là. Il n'y a pas d'élite ici, tout le monde est dans la corruption, détournement des fonds. Non, c'est dangereux. Et on trouve que c'est devenu une vie normale. Hein. C'est parce qu'on est tous responsables, on ne les dénonce pas. Vous savez, si les jours où vous voulez l'argent, comme tous les voleurs qui pillent là, ils arrivent dans le deuil, personne ne les salue. C'est ce qu'on appelle la sanction sociale. Après la sanction sociale, il y a la sanction pénale. Ça, c'est l'État, c'est la loi qui te met en prison. Ici, il n'y a ni sanction sociale, ni sanction pénale. Voilà, nous sommes dans une jungle. Les voleurs, ils détournent l'argent. Ils se font passer comme des sapeurs-pompiers. D'abord, on les prend, ils entrent en prison, de la prison. Ils sortent, ils sont même au Parlement. Non, il y a un problème quelque part là. Hein? Ça fait très mal, ça fait très mal. La population regarde, quelqu'un qui a volé, arrêté à Brazzaville, mis en prison, il est député. Et puis on a vu... Le fait qu'il a chanté... Il était aussi déjà candidat, Fachi... Hein? Fachibe. Ah, tu comprends un peu? Ça ne marche pas. Il faudrait à un moment donné qu'on arrête et qu'on... C'est le travail de la presse. C'est ce qu'il a fait là. Le soir, un petit reportage. Vous prenez tout ce qu'il a fait, vous mettez à la télévision, mais il ne va pas continuer. Mais quand dans la presse, on donne l'argent, on vous donne, vous mangez. Vous vous taisez et l'homme continue, dit non, non. Hein? C'est notre ami qui est là. C'est un travail de l'État. C'est un travail que l'État doit faire. C'est un travail des journalistes. Non, mais on l'a arrêté. Oui. C'est à l'État de faire son travail. Non, dis-moi un peu. Quel reportage, quelle investigation, bien enquête dans une télévision, bien un journal congolais, pour montrer que cet homme-là a volé l'argent. Il a été arrêté à Brazzaville, de Brazzaville en prison, de la prison au Parlement. Il y a un problème quand même. Comme dans une société, non? Ça ne peut que se passer au Congo. Donc, il n'y a que la presse qui est responsable de faire ce travail. Si on commence à dénoncer tous les voleurs, bien entendu avec des preuves, il faut avoir des preuves quand vous dénoncez. Donc, faire un travail professionnel. Je pense que le pays va s'en sortir. Mais notre presse aussi, c'est la pourriture. Hein. On est pourri comme les hommes politiques. Il n'y a que l'argent. Sans argent, rien ne marche. Voilà pourquoi on se laisse corrompre même par les Rwandais. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs. Nous recevions Freddy Mulumba. Vous l'avez suivi sur cette question qui a beaucoup d'enjeux. En tout cas, il faut que l'élite congolaise arrive à se réveiller. Nous allons nous retrouver très prochainement, mais d'ici là, passer une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.